Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Raymond Vergès, le roman d'un jeune homme pauvre. L'un des derniers livres de Jacques Vergès s'intitule joliment J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. La table ronde, 1998. Les mémoires de Raymond Vergès, son père, auraient pu plus modestement s'intituler, s'il les avait écrits, J'ai plus de souvenirs que si j'avais 100 ans. Si l'on cherche une référence littéraire, ce que je m'amuserais à faire ici ou là, on peut donner au récit de l'entrée dans la vie de R. Vergès le titre du célèbre livre d'Octave Feuillet, Le roman d'un jeune homme pauvre. Moins agitée ou tumultueuse et moins riche en arrière-plan politique et en zone d'ombre ou de mystère que celle de ses fils Jacques et Paul, la vie de Raymond Vergès, dans ses débuts surtout, sort néanmoins de l'ordinaire. Comme son patronyme l'indique, la famille Vergès, à l'origine barge, est originaire du sud-ouest de la France. Le premier Vergès à venir dans l'océan Indien est Raymond Vergès, sous-lieutenant dans le bataillon de Cipaille de l'Inde, qui en 1837, séjourne à l'île Bourbon où naît son fils Alcibiade Brutus. En 1840, R. Vergès est nommé gouverneur de l'île de Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar, et il demeurera dans cette fonction jusqu'à 1850. L'un de ses fils, Adolphe, installé à La Réunion, y fera souche après son mariage, en 1855, avec Marie-Hermelinde Millon des Marquets. Le 15 août 1882, rue de Paris à Saint-Denis de La Réunion, naît Marie-Louis, Adolphe, Raymond Vergès. Son père, pharmacien de profession à une époque où n'existe encore ni la sécurité sociale, ni l'assistance médicale gratuite, ni la couverture médicale universelle, tente à Tamatave une périlleuse aventure coloniale et pharmaceutique. R. Vergès vient au monde au moment même où s'opère le début de la colonisation française à Madagascar. La Réunion joue, dans cette affaire, un rôle majeur pour plusieurs raisons. Des liens anciens entre les deux îles se sont établis dès le XVIIIe siècle, car la plupart des Européens qui se sont installés sur la côte est de la Grande Île sont des créoles des Mascareignes. La famille Vergès elle-même illustre cette tradition, comme on vient de le voir. De ce fait, quand dans les années 1880 s'installe une crise économique grave, bien des Réunionnais pensent que Madagascar, en devenant une colonie de la colonie, pourra fournir non seulement vivres et main-d'œuvre à la Réunion, mais aussi des débouchés, assurant ainsi une prospérité que l'île est en train de perdre. Le projet de conquête de Madagascar est d'ailleurs largement mis au point et soutenu par François de Mailly, qui, d'abord député de la Réunion, devient ensuite ministre de la Marine et des Colonies. Le père de Raymond tente donc l'aventure professionnelle à Tamatave, Madagascar. Elle est risquée, tant sur le plan économique que sanitaire. La mère de R. Vergès y trouve la mort et le père doit renvoyer son fils âgé de 5 ans à sa mère Hermelinde et à sa sœur Marie, qui vivent, à La Réunion, non loin de Saint-Denis, dans les Hauts-de-Saint-François. L'équipée malgache tournera encore plus mal dans la suite, comme on pouvait le prévoir. Le malheureux pharmacien, de retour à Saint-Denis, se retrouvera en 1900, faute de mieux, commis aux Écritures à la prison de Saint-Denis. À 11 ans, en 1893, R. Vergès entre comme interne boursier au petit lycée, avec sur la tête, comme tout le monde, le casque colonial, sans lequel chacun savait bien alors, on ne pouvait espérer résister au soleil tropical. Le casque colonial. Cet objet, devenu le symbole dérisoire et ridicule de la colonisation elle-même, fut pourtant une coiffure des plus communes. Elle est encore d'un usage totalement généralisé, pour ne pas dire obligatoire, dans la première moitié du XXe siècle. Tous ceux qui avaient les moyens d'en acquérir un le portaient, adultes et enfants. Il y a dans le livre de T. Jean-Pierre, une photo très amusante d'une manifestation qui, à en juger par le fragment de banderole visible à l'arrière-plan, Union, département Frane, doit dater des environs de 1945 à 46. Au centre, les deux députés, ou futurs députés selon la date exacte de la photo à l'Assemblée constituante, Raymond Vergès et Léon de l'Épervenche. Raymond Vergès est encadré par ses deux fils Jacques et Paul. Les deux enfants ont sur la tête leur casque colonial. Les deux hommes politiques se sont découverts, mais ils ont l'un et l'autre le casque à la main. La plupart des hommes qui figurent sur la photo ont aussi à la main ou sur la tête ce couvre-chef. Seuls 2 hommes qui portent en outre des costumes gris et non la tenue coloniale blanche, dérogent à cette règle et ont des feutres, sur la tête pour l'un, à la main pour l'autre.
Les enfants porteront le casque colonial pour aller en classe jusque dans les années 50. À partir des années 60, on ne verra plus guère que des bonnes sœurs pour faire encore usage de ce couvre-chef. Raymond Vergès est un brillant élève qui rafle tous les prix. Pauvre, il ne rêve que de richesse. Selon C. Lauvernier 1994/35, ses discours commençaient presque toujours ainsi, « Quand je serai riche ». Reconnaissons toutefois qu'il rêve surtout alors de développement durable, pour son île natale. Selon cette même biographe, Jules Verne, Robespierre et Lecomte de Lisle occupent les premières places dans son panthéon personnel. Au terme de brillantes études, il obtient non seulement son baccalauréat, mais le prix d'excellence et 8 premiers prix. Outre ces distinctions flatteuses, et c'est là le plus important, il se voit accorder pour 5 ans la bourse du Conseil général, qui lui permet de continuer en France des études que sa famille est bien entendu hors d'état de financer. Faute de pouvoir préparer l'école navale, il a une mauvaise vue, il se rabat sur Polytechnique et part pour la France le 31 août 1901. Il ne passera pas le concours de Polytechnique, et y entrera moins encore. On ne s'explique donc pas cette erreur de B. Violet, 2000/19, que J. Verger, T. Jean-Pierre, 2000/29, ne manque pas de souligner avec gourmandise pour tenter de jeter le discrédit sur l'ensemble du livre. En effet, une erreur administrative fait que le montant de la bourse n'ayant pas été intégralement versé au lycée Saint-Louis où il est entré et sa famille étant hors d'état de compléter la somme requise, il doit abandonner le lycée et la classe préparatoire au concours des grandes écoles dès le printemps 1902. On voit déjà se dessiner chez R. Vergès une ténacité dans la revendication qu'on retrouvera durant toute sa vie, et qui s'incarnera sans doute, avec un bonheur particulier, dans son activité syndicale. Victime innocente de l'incurie de l'administration coloniale, on ne verse que 1300 francs au lieu des 2000 prévus. Il écrit au Conseil général une lettre habile, faisant valoir son désir de retourner au pays avec une position. Il sollicite son député L. Brunet, son ancien professeur de mathématiques et obtient pour finir, le rétablissement de sa bourse, mais au taux réduit de 1500 francs. Ses multiples démarches ne lui auront fait gagner que 200 francs somme toute. Contraint de renoncer aux grandes écoles, R. Vergès s'inscrit donc à la faculté des sciences. Il y prépare et y obtient une licence de sciences, en dépit d'une interruption en 1903-4 pour cause de service militaire. Il souhaiterait poursuivre jusqu'au doctorat. Ses requêtes cette fois demeurent vaines et le Conseil général ne prolonge pas sa bourse. Il envisage alors une autre formation, en agronomie tropicale, et dans ce but entame de nouvelles démarches auprès du ministère des colonies cette fois. Son âge ne plaide pas en sa faveur. Il a déjà 24 ans. Il reçoit néanmoins une demi-bourse et entre alors à l'École nationale supérieure d'agronomie tropicale qui vient d'être créée. Au terme de l'année d'études, 1906-7, classé premier sur 18, il obtient le titre d'ingénieur en agronomie tropicale. Âgé accent aigu désormais de 25 ans, il lui faut envisager la vie active. Il sollicite à cette fin l'appui du directeur de l'ENSAT, qu'il introduit auprès du responsable du comité du commerce et de l'industrie de l'Indochine. Tout cela le conduit, de façon inattendue, à se voir proposer par Peugeot un poste en Colombie, mais cet emploi ne peut être occupé que par un célibataire. Or R. Vergès envisage le mariage avec Jeanne, Camille, Adélaïde Daniel. Comme tout bon jeune homme pauvre de roman, Raymond s'est épris d'une jolie Parisienne, de bonne famille et naturellement riche. Elle appartient à une famille de filateurs du Nord. Il l'a rencontrée à la Sorbonne où elle faisait des études de lettres. Bien entendu, la famille Daniel voit la chose du plus mauvais œil. Le garçon est sans fortune et même sans situation. En outre, il est originaire d'une île lointaine et s'il est fort heureusement blanc, le terme créole a dû susciter bien des inquiétudes. On peut douter qu'il soit français, quoiqu'il produise des documents d'état civil qui plaident en faveur de cette hypothèse. Malgré l'opposition des siens, en 1908, Jeanne épouse Raymond après avoir adressé à ses parents par voie d'huissier les sommations d'usage, B. Violet 2000/20. Le père de la mariée assiste, caché, au mariage. La mère restera définitivement brouillée avec sa fille. Le roman d'un jeune homme pauvre continue selon les errements habituels. R. Vergès, qui, comme on l'a vu, a toujours su avec adresse solliciter l'appui de ses compatriotes réunionnais en place, obtient, grâce au sénateur Crépin,
un engagement de 3 ans, avec résidence à Chekiachung, dans une société française qui construit des chemins de fer en Chine. Raymond Vergès et son épouse Jeanne vont donc gagner la Chine en train, fonction oblige. 9300 km et 1 mois et demi à bord du transsibérien, dont 15 jours à Moscou où le train est bloqué par les neiges, puis par les lignes chinoises. Belle initiation à son futur emploi, au chemin de fer comme à l'Asie. Le couple passera 4 ans en Chine, mais la période n'est pas des plus faciles, puisqu'en octobre 1911 y commence la révolution qui conduit l'année suivante à l'instauration de la République. De retour à Paris, Raymond Vergès engage une 4e conversion professionnelle en s'inscrivant, dès novembre 1912, à la faculté de médecine. La guerre éclate. Le 2 août 1914, il est mobilisé dans l'infanterie. Nul besoin, comme le fait le site mi-m-a-ou.com, site qui évoque les réunionnais illustres, d'en faire un engagé volontaire, car la carrière militaire de R. Vergès se passe aisément de ce genre d'embellissement. Blessé dès septembre 1914 dans la Meuse, il est évacué vers Coët-Quidam. En 1915, il est nommé médecin auxiliaire comme sergent en raison de sa nouvelle orientation professionnelle. De retour au front, il est blessé à plusieurs reprises, décoré et cité. Il est en mars 1917 versé dans le service auxiliaire et évacué sur Rennes où, la guerre terminée, il achèvera ses études de médecine. Démobilisé en juin 1919, il soutient en août 1919, à Toulouse, sa thèse pour laquelle il obtient une mention assez bien, aussi modeste qu'inattendue, vu la série de ses brillants succès universitaires antérieurs. 1919. Le roman d'un jeune homme pauvre s'achève. R. Vergès a maintenant 38 ans. Il s'est enfin trouvé un métier, le 3e sera le bon ou presque. Le voilà marié et père de famille. Jean est né en 1913, Simone en 1916. Il est démobilisé après une guerre glorieuse qu'il finit couvert de médailles. Il a été confronté aux grandes épreuves du début du XXe siècle, les unes sociales, la révolution en Chine, les autres militaires, la Grande Guerre. Quelle voie va-t-il finalement choisir ? Celle qui semble paisible et toute tracée, d'un petit médecin dans une petite ville de l'Anjou, Rochefort-sur-Loire où il ouvre un cabinet tout en résidant à Paris, ou celle plus incertaine d'un nouveau départ pour l'étranger, avec d'autres activités professionnelles que lui permettent la multiplicité et la diversité de ses formations et de ses expériences ? Une fois encore, le goût de l'aventure et de l'exotisme va l'emporter. Selon C. Lauvernier, en 1912, Jeanne Vergès, en quittant la Chine, avait dit à son mari « On te nommerait roi dans ce pays de sauvages que tu refuserais. » J'entends ni plus aller jamais. 1994/64. La pauvre devait avoir un mari bien convaincant, puisque dès octobre 1920, la famille Vergès s'embarque pour Shanghai, où Raymond est nommé professeur à l'Institut franco-chinois d'industrie et de commerce, à charge pour lui d'y enseigner l'hygiène, la géologie et la géométrie, tout en assurant par ailleurs des visites et consultations médicales. Cet emploi du temps est un peu étrange, mais la diversité de ses compétences lui permet d'y faire face sans difficulté. Les problèmes se situent ailleurs. En effet, son recrutement s'est fait sur des bases essentiellement verbales et l'établissement d'un contrat de travail précis s'avère difficile dans un climat de discorde entre direction et enseignants. Dans ces circonstances, on retrouve chez R. Vergès la pugnacité qu'il montrera toute sa vie durant, dans les conflits administratifs. Leader syndical avant la lettre, il prend la tête de la contestation, élabore les revendications, écrit des lettres, rédige des contre-propositions. Le conflit se règle, non sans peine, mais il laisse des traces telles que sur les conseils du consul, R. Vergès demande un emploi de médecin dans l'assistance médicale en Indochine. Fin 1921, il accepte de devenir médecin-chef de l'hôpital de Savanaret, au Balaos et rejoint son poste en janvier 1922. Le jeune homme pauvre est désormais un haut fonctionnaire colonial. Chapitre 2. Jacques et Paul. Frères siamois ou faux jumeaux ? Jacques Vergès est un homme qu'on ne prend pas au dépourvu. Il n'est pas prudent, il est la prudence. Il a ou a eu tout en double. Des prénoms et noms différents, 2 nationalités et ce qui est bien plus rare encore, 2 dates de naissance. Pour les prénoms et les noms, il en a plusieurs au départ, ce qui est banal, mais il en aura d'autres, successifs et non pas simultanément portés sur les documents d'état civil. Déclaré à sa naissance, ou plutôt un peu plus tard comme on le verra dans la suite,
sous les prénoms de Jacques, Camille, Raymond, il deviendra un moment Mansour. Cette dénomination, d'abord nom de guerre, en arabe le vainqueur, sera officialisée lors de sa conversion et son mariage islamique. Il deviendra ensuite Dimitil, nom de plume ou Gabriel. Il s'est converti à l'islam en 1963 lors de son mariage, et né français. Il a pris alors la nationalité algérienne, sans pour autant renoncer, semble-t-il, à être français puisqu'il a retrouvé cette nationalité dans la suite. Avocat algérien en 1965, il réintègre ensuite, apparemment sans difficulté, le barreau français. Avoir 2 dates de naissance est une particularité bien plus rare que les autres. Pascal Nivelle qui, dans Libération 30-10-02, résume en 12 dates la vie de Jacques Vergès, doit en consacrer 2 à sa naissance, l'une et l'autre pourvues d'un point d'interrogation. 20 avril 1924. Naissance à Savannakhet, actuel Laos. 5 mars 1925. Naissance à Ubon, actuelle Thaïlande. Paul Vergès qui figure dans le Wuzhou. On ne sera pas étonné d'apprendre que Jacques se refuse à l'y rejoindre, indique lui qu'il est né à Ubon, Siam le 5 mars 1925. Pour des jumeaux, la discordance de date et de lieu est troublante. Toutefois, elle est plus curieuse que nouvelle. Gazet Percale. Bernard Violet, biographe non autorisé de J. Vergès et même attaqué en justice par lui, en vain d'ailleurs, se flatte d'avoir révélé au monde que les frères Vergès n'étaient pas jumeaux. Ce serait là, écrit-il, le grand secret de Jacques Vergès, 2000/38. Si secret il y a, c'est un secret de Polichinelle, et si Violet l'a révélé au monde, en tout cas il ne l'a pas dévoilé à la plupart des Réunionnais. La rumeur publique locale signalait depuis longtemps que Paul et Jacques Vergès n'étaient pas réellement jumeaux. Le fait était relaté comme anecdotique. B. Violet reconnaît d'ailleurs l'existence de ce bruit, mais en passant, une rumeur circulante à La Réunion 2000/40. Il est logique de sa part de minorer ce détail, puisqu'il se flatte d'avoir découvert le grand secret des Vergès. Pour les Réunionnais, l'Indochine où les enfants étaient nés était une contrée étrange, lointaine et quelque peu sauvage où l'état civil existait sans doute à peine. On racontait donc que Raymond Vergès avait été empêché par les circonstances locales de déclarer la naissance du premier enfant. Il avait alors profité de la naissance du second 1 an plus tard, pour régulariser les choses en les déclarant jumeaux. Quand on sait quelle était la position sociale et professionnelle du docteur Vergès au Laos, lieu probable de naissance du premier enfant, on ne peut croire un seul instant à une telle explication. La vraie question est donc de savoir pourquoi R. Vergès a adopté en la circonstance un si étrange comportement. B. Violet qui donne à cette affaire une importance sans doute excessive, ne fournit pas de réponse nette à cette question, sur le seul plan qui soit réellement intéressant, les motivations de R. Vergès lui-même. Ce que B. Violet qualifie de façon quelque peu outrancière de bombe à retardement, 2000/27, n'est finalement qu'un pétard mouillé, puisque ce faux en écriture publique avéré n'a jamais été sanctionné ni même établi. Dans l'Express, 4 mai 2005, Jacques Vergès déclare à Gilles Gaetner qui l'interroge sur cette gémellité contestée : « Je vous avoue que cela ne me fait ni chaud ni froid. Que nous soyons des jumeaux biologiques ou d'éducation, le résultat est le même. 80 ans plus tard et pour les 2 frères, c'est en effet un détail et il a complètement raison. Toutefois, il y a là une illustration des diverses curiosités que présente cette famille. Ce détail, s'il est sans importance pour Jacques et Paul Vergès, ne l'a sans doute pas été pour leur père puisque dans la position qui était alors la sienne, il s'est comporté de façon si étonnante. Pourquoi en effet, si ces 2 enfants ne sont pas des jumeaux, les avoir déclarés comme tels à une date de naissance de toute évidence fausse pour l'un d'entre eux au moins ? La Gazette Percale réunionnaise avance en général, on l'a vu, l'explication que le père aurait été empêché par les circonstances de faire la déclaration légale à l'état civil lors de la naissance du premier enfant. Pour un haut fonctionnaire français, médecin-chef au Laos, où aurait eu lieu la première naissance, puis consul au Siam, où fut déclarée la naissance des jumeaux, l'explication ne tient pas un seul instant. Le titre donné à ce chapitre, Frères siamois ou vrais jumeaux ? N'est pas une simple plaisanterie, mais pose réellement le problème. C'est tout simple. Si Jacques et Paul Vergès sont vraiment jumeaux, ils sont nés tous les 2 à Ubon, donc au Siam, en 1925. C'est ce que dit l'état civil, ils sont donc en ce sens frères jumeaux et frères siamois, au sens géographique et non biologique bien sûr.
S'ils ne sont pas nés tous les deux au Siam, ils ne sont donc ni siamois, au moins pour Jacques, ni jumeaux. Retrouvons donc le docteur Vergès au moment et là où nous l'avons laissé, à la fin du chapitre précédent, et examinons les lieux, les faits et les dates. La démarche est relativement simple, même si les avis et les documents dont on dispose sont un peu contradictoires, en raison des partis pris de certains auteurs. C. Lauvernier était Jean-Pierre sont par principe favorables à R. Vergès. Chantal Lauvernier ne veut en rien déplaire à la famille. Elle est souvent d'une grande précision, mais présente de façon exagérément prudente et parfois même discutable certains aspects qui pourraient déplaire. Ce choix rend nécessaire la lecture critique que j'ai annoncée, en particulier sur les questions sensibles. Le livre d'entretien de Thierry Jean-Pierre consacre un chapitre à cette question, jumeaux 2000 sur 17-43, mais il se borne à reproduire sans oser les discuter les témoignages de Jacques et Paul Vergès. Ces derniers nient les évidences, tout en faisant part de leur scepticisme sur l'intérêt de la question. En vieil avocat rompu à ses stratégies, Jacques Vergès, comme on l'a vu, jette le discrédit sur le livre de B. Violet qui a le mérite ou le tort de reproduire des passages du rapport Francière, 2000 sur 271-274, où sont consignés les témoignages sur cette affaire, d'ailleurs déjà évoqués par C. Lauvernier. Bernard Violet donne le plus de détails, sans montrer de réel parti pris. Tenons-nous donc aux faits dans un premier temps. Depuis janvier 1922, R. Vergès est au Laos avec sa femme Jeanne et ses deux premiers enfants Jean et Simone. Il réside entre 1922 et 1925 à Savanaret. L'orthographe de ce nom varie, où il exerce les fonctions de médecin-chef de la province. Selon C. Lauvernier, c'est de là que lui viendra le surnom de Bambaï que lui garderont ses enfants Jean et Simone et plus tard ses petits-enfants. De Savanaket il rapporta le surnom de Bambaï, chef du village en Annamite, que Jean et Simone lui donnèrent. Son origine provenait des jeux organisés par les enfants dans la forêt de Savanaret, où Raymond Vergès et son ami, le directeur de la compagnie des messageries fluviales, les emmenaient jouer. Là, déguisés avec des feuillages, Jean et Simone improvisaient des danses endiablées autour des arbres au cri de Banzi Bambaï. Le surnom lui resta. 1994 sur 105. Son épouse Jeanne, qui l'avait suivi en Chine comme au Laos, avait contracté le paludisme. En 1923, elle succombe alors à une bilieuse hématurique, forme aggravée et mortelle de l'affection. C'est Lauvernier 1994 sur 104. Les pages de l'ouvrage qui rapportent les faits de cette période semblent pour l'essentiel issues du témoignage de Simone, la fille de R. Vergès, que B. Violet a également interrogée à ce propos. Elle rapporte le désespoir de son père, 1994 sur 104, et C. Lauvernier, comme elle le fait souvent, illustre ce moment de douleur par un poème de Lecomte de Lille, né à La Réunion, extrait de L'illusion suprême, dont je ne retiens ici que 2 vers. Les ans n'ont pas pesé sur ta grâce immortelle, la tombe bienheureuse a sauvé ta beauté. Le 12 février 1925, R. Vergès quitte Savanaret pour prendre quelques jours plus tard, au Siam, aujourd'hui la Thaïlande, ses nouvelles fonctions de consul de France et de responsable du dispensaire à Ubon. C. Lauvernier nous décrit dans les moindres détails la vie du consul de France à Ubon. On apprend tout sur tout. Les modalités de sa rémunération, 23 400 francs or, sa vie professionnelle et mondaine, ses réceptions où l'assistance se noyait dans le délice des petits fours, des canapés et du champagne, 1994 sur 120, les invitations qu'il reçoit de milieux familiaux en général très fermés, 1994 sur 120. Son action consulaire et ses opinions politiques sont décrites de façon tout aussi minutieuse. Il n'apprécie guère les meneurs pas plus que les révolutionnaires affiliés au Parti communiste de l'Annam. Toute personne soupçonnée de bolchevisme attirait la surveillance du consul qui informait la légation de France au Siam, 1994 sur 126. Les gredins porteurs de faux papiers d'identité sont arrêtés au consulat. 1994 sur 142. Rien ne lui échappe, qu'il s'agisse des aspects macroéconomiques. Il s'inquiète de la part du commerce français dans l'activité économique de l'Indochine, ou du nombre de bicyclettes de marque française circulant dans les rues de Ubon. Il en dénombre 247 sur 300 sans qu'on sache bien s'il faut le déplorer ou s'en réjouir, 1994 sur 134. Cette rigueur et cette vigilance ont même des conséquences dont on verra plus loin l'importance.
À la suite d'une plainte de commerçants chinois, il entre en conflit avec le père Châtenay, qui faisait usage de la valise diplomatique pour le ravitaillement en vin de Metz, 1994/143. En cette matière, on a vu bien pire ailleurs depuis, mais on s'étonne que l'importation de ce produit, tout de même très spécialisé, puisse gravement nuire au commerce local. Il est vrai que, selon les Chinois, le père Châtenay en faisait commerce, ce qui s'apparente en principe à la simonie et relèverait donc plutôt des tribunaux ecclésiastiques. R. Vergès pense vertement, le tout-puissant père Châtenay qui ne l'oubliera pas et se vengera, le moment venu. Toujours est-il que depuis la page 104, où est évoquée avec émotion comme on l'a vu, la mort de Jeanne Vergès, à la page 150 du livre de C. Lauvernier, on ne trouve pas un seul mot sur la vie personnelle et familiale de R. Vergès. La chose est d'autant plus stupéfiante que le lecteur apprend soudain que le 6 mars 1928, Raymond Vergès entreprit la régularisation de sa situation familiale, 1994/150. Le lecteur tombe des nues. La suite du texte mérite d'être citée dans son intégralité. Avant sa venue au royaume de Siam, en fonction à l'hôpital de Savannakhet, il avait rencontré Kang Ph à Mthi. Kang le suivit à Ubon en février 1925. Le 5 mars de la même année, 1925, eut lieu au consulat la naissance des jumeaux Jacques-Camille Raymond et Paul-Émile Marie Just. Le 6 mars 1928, Jules Rouny, successeur intérimaire de R. Vergès comme consul, célébrait le mariage de Raymond Vergès et de Kang Pham Thi qui légitimait les jumeaux Jacques et Paul reconnus le même jour par leur père, Ibidem 150. On ne saurait narrer de façon plus lapidaire 4 années de la vie familiale de Raymond Vergès dont on ignorait tout. Le raccourci est aussi invisible que saisissant. En 2 lignes, on saute du 5 mars 1925, naissance de jumeaux inattendus issus d'un couple illégitime insoupçonné, au 6 mars 1928, bon dans le temps que la proximité des dates des 5 et 6 mars, à 3 ans d'intervalle, risque de masquer à un lecteur inattentif. À la réflexion, le lecteur vigilant comprend soudain qu'en fait, d'abord durant 1 an au Laos puis durant 3 ans au Siam, Kang a été effectivement dans les faits, la maîtresse du consul de France, celle que les ennemis de R. Vergès nommeront plus tard sa concubine Anamite. Les prétendus jumeaux ont donc été déclarés par leur père qui les reconnaît, en mars 1925. Ils seront légitimés 3 ans plus tard, lors du mariage, en mars 1928. Tout cela n'est nullement dit, ni même évoqué, et Ch. Lauvernier passe aussitôt à autre chose, le départ de Saïgon pour la Réunion via Djibouti, comme si les faits qu'elle a évoqués étaient la chose du monde la plus banale et la plus naturelle. 50 pages durant, pas un mot sur la vie personnelle de Raymond Vergès, pourtant décrite dans tout son détail professionnel et mondain, et voilà qu'on le retrouve soudain 50 pages plus loin et 5 ans plus tard, en ménage, ou marié derrière la cuisine, comme on dit à la Réunion, avec une Anamite qu'il a amenée avec lui du Laos et dont il a déjà 2 enfants âgés de 3 ou 4 ans. Le lecteur a de quoi être étonné d'une telle démarche et cela d'autant que dans la narration de la fin de la période laotienne, il n'a jamais été question de Kang Pham Thi et moins encore d'enfants nouveau-nés. Le lecteur n'est toutefois pas au bout de ses surprises, les unes dramatiques, les autres quelque peu burlesques. En effet, 6 mois après son mariage, Kang tombe malade à la Réunion, juste avant le départ pour Djibouti, au terme du congé administratif de Raymond Vergès. Elle meurt, à 25 ans, le 24 novembre 1928. 2 jours plus tard, le 26 novembre, on enterre très vite les morts à la Réunion en raison du climat. R. Vergès s'embarque pour Djibouti avec ses enfants Jean et Simone. Il doit laisser les jumeaux, âgés de 3 et 4 ans, à la garde de tante Marie, sa tante paternelle qu'il avait lui-même élevée, à Saint-Denis. Parti dans ces circonstances dramatiques, l'infortuné R. Vergès apprend, en arrivant à Saïgon, où on lui notifie son affectation à Wesai, Annam, qu'un rapport contenant de graves accusations contre lui a été déposé par son successeur Girouni. Ce dernier, avec lequel il a eu pourtant les meilleures relations, mais qui apparemment troquerait volontiers son détachement intérimaire contre une affectation définitive dans le poste, accuse son prédécesseur d'avoir laissé derrière lui de véritables écuries d'Augias. En outre et surtout, R. Vergès l'aurait obligé à le marier à sa concubine Anamite, dont il avait eu des jumeaux. Tout y passe. Nous sommes bien loin du tableau idyllique du séjour siamois de R. Vergès dressé par Ch. Lauvernier.
Selon Rooney, le consulat, rongé par les termites, est à l'abandon et le drapeau tricolore n'y a jamais flotté. Le consul jouait chez lui jusqu'à des heures tardives. On omet de préciser que c'est aux échecs. Et son secrétaire Le Quisson avait transformé son propre logement en tripot. Le père Châtenay, qui n'a pas oublié l'affaire du vin de Metz, soutient ces accusations, soulignant que l'éclairage du consulat était si défectueux que lorsqu'il y venait dîner, il prenait soin d'apporter ses propres lampes, 1994 sur 164. Ce fatras d'accusations est issu des rapports administratifs. Pour la plupart d'entre elles, l'ancien consul fournira des explications au moins partielles qui permettront finalement de classer l'affaire sans suite, après le rapport fait par le docteur Francière, chargé de l'enquête administrative, 30 juin 1929, Archives d'Outre-mer Aix-en-Provence. Le texte en est partiellement reproduit par B. Violet 2000 sur 271-4. Le seul point qui nous intéresse ici, mais qui ne reçoit nulle explication de R. Vergès, est la falsification de l'acte de naissance des deux enfants, comportement dont les raisons, selon T. Jean-Pierre, restent mystérieuses, 2000 sur 20. L'enregistrement a été fait le 5 mars 1925 par le secrétaire Le Quisson, par délégation du consul, empêché, ibidem 166. Le consul, par prudence sans doute, à moins que son empêchement ne fût très opportunément réel, avait délégué par écrit le jour même son secrétaire pour dresser en ces lieux et places les actes de naissance des jumeaux. Hasard ou calcul ? Force est de pencher plutôt pour la seconde hypothèse. De multiples témoignages cités dans le rapport Francière, dépositions de Madame Troude, du père Châtenay, de sœur Agnès, de la veuve de Le Quisson, d'Amboise Duhoc, infirmier en chef de l'hôpital de Savanaket, indiquent tous qu'un des deux prétendus jumeaux est en réalité né au Laos. Le dernier témoin indique même, par écrit, comme date de naissance, le 20 avril 1924. Comme le fait par ailleurs remarquer, non sans bon sens, sœur Agnès, on ne peut guère faire passer pour jumeau un enfant d'1 an. Jacques serait né en avril 1924 et un nouveau-né, Paul, en mars 1925. Ce détail suffit d'ailleurs à montrer quelle peut être la valeur réelle de l'acte établi ce 5 mars 1925, à 10h du matin. Le problème est donc moins dans l'heure, comme feint de le croire T. Jean-Pierre 2000 sur 20, que dans l'apparence même de deux jumeaux, dont l'un a 11 mois de plus que l'autre et qui, en principe, doivent être présentés à un officier de l'état civil et à 2 témoins. Aucun des 3 ne s'avise pourtant d'une disparité d'apparence des nouveau-nés, qui doit pourtant être manifeste. Un indice intéressant qui n'a jamais été remarqué est que, parmi les prénoms de Jacques, figure celui de son père Raymond. Or, à La Réunion, il est souvent d'usage de donner au fils aîné le prénom de son père seul ou avec d'autres prénoms. Au Laos, le père n'avait donc pas oublié cette coutume pour les enfants de son deuxième lit. On peut discuter l'un ou l'autre de ces témoignages. C. Lauvernier, toujours soucieuse de ménager son héros, signale que dans un cas, la déclaration n'est pas jointe au dossier, et que dans un autre, la pièce est non communiquée. On peut même laisser entendre qu'il y a là un complot des mandarins de Dieu, animé par le père Châtenay qui n'a pas digéré son vin de Metz. Il est cependant malaisé d'y inclure l'infirmier en chef laotien de l'hôpital de Savanaret, qui pouvait difficilement ne pas être au courant d'une naissance survenue dans son propre établissement, surtout quand le père de l'enfant en était le médecin-chef. Il est donc à peu près établi que R. Vergès, comme le déclare le père Châtenay, est arrivé du Laos avec 3 enfants, Jean, Simone et Jacques. Pour répondre à la question posée en titre, les 2 frères Jacques et Paul Vergès ne sont donc ni siamois ni jumeaux, en dépit de leur acte de naissance officiel. Tout cela est d'ailleurs confirmé, non sans réticence, à Bernard Violet par Simone Vergès elle-même, qui avait tout de même 8 ans en 1924, lors de la naissance de Jacques. Pourquoi donc toute cette affaire et pourquoi R. Vergès s'est-il comporté de si étrange façon ? Les silences et les raccourcis de C. Lauvernier sont, comme on l'a vu, intéressants. Le point le plus étonnant est que nul ne se préoccupe, ni C. Lauvernier 1994 ni B. Violet 2000, ni personne, de savoir la date exacte de la mort de Jeanne Vergès qui me paraît pourtant l'élément clé de l'affaire. En effet, si l'on considère que Jacques Vergès est né à Savanaket, au Laos, le 20 avril 1924, ce qui paraît établi, on peut calculer par une simple soustraction que sa conception remonte au dernier jour de juillet 1923. Or curieusement, C. Lauvernier, si précise en tout et en historienne, particulièrement scrupuleuse sur les dates, écrit laconiquement : en 1923,
le décès de son épouse Jeanne à Savannakhet le plongea dans un grand désespoir. 1994/104. B. Violet se contente aussi de la seule indication de l'année 1923. L'absence de mention de jour et même de mois est curieuse pour un événement d'une telle importance, surtout quand par ailleurs, comme c'est l'Auvergnat, on nous précise, à l'unité près le nombre des primo-vaccinations effectuées par le docteur R. Vergès. On peut imaginer dès lors les vraies raisons de la dissimulation de la naissance de Jacques Vergès qui, un an plus tard, conduit à inventer l'histoire des jumeaux, au moment où, devenu consul au Siam, R. Vergès est en position de faire effectuer cette falsification d'état civil par son secrétaire Le Quisson, sans risque et sans engager sa propre signature. Compte tenu des dates, Jacques Vergès, né le 24 avril 1924 et conçu fin juillet 1923. Donc, de deux choses l'une selon la date de la mort de Jeanne Vergès. Ou bien, dans les semaines qui suivent immédiatement la mort de sa femme, en juillet 1923, R. Vergès fait un enfant à l'institutrice annamite de 18 ans, Kang Pham Thi qui l'a recruté pour l'aider à élever ses jeunes enfants. Ou bien, avant même la mort de sa femme, malade depuis plusieurs mois, il a une liaison cachée avec cette jeune fille, l'enfant étant alors conçu avant ou après sa mort. Ce dernier point demeurera incertain, tant qu'on ne saura pas la date exacte de la mort de Jeanne Vergès. Pour ce qui me concerne, je ne crois guère à l'explication que donne Paul Vergès qui, après avoir nié les faits, leur donne une explication flatteuse selon laquelle son père aurait organisé tout cela car l'habitude était alors à l'abandon dans des orphelinats religieux des enfants nés de couples mixtes. T. Jean-Pierre 2000. Il me semble que l'hypothèse que je suggère est plus conforme au caractère du personnage et, somme toute, plus honorable. La date de la mort de Jeanne Vergès est donc la clé de tout. C. L'Auvergnat et B. Violet auraient pu la connaître puisque l'état civil français contient forcément quelque part cette indication. Pour C. L'Auvergnat, le fait de la laisser de côté me fait personnellement pencher en faveur de la seconde hypothèse. B. Violet, qui n'a pas les mêmes scrupules à l'égard de la famille Vergès, ne se pose pas la question. Sans doute n'en a-t-il pas perçu l'importance. Simone Vergès semble pourtant s'être posé elle-même des questions puisqu'elle dit à B. Violet. Personnellement, je n'ai connu Tikang qu'après la mort de ma mère. Mon père entretenait-il une liaison avec l'institutrice avant sa disparition? Je n'en sais rien. Mes parents formaient un couple très uni. B. Violet 2000/41. Simone Vergès, qui a bien voulu répondre à mes questions par téléphone, a malheureusement 80 après oublié la date exacte de la mort de sa mère. Soyons clairs, je ne porte aucun jugement moral sur tout cela. Je pense que R. Vergès a connu réellement le désespoir à la mort de Jeanne, et c'est même sans doute par respect pour sa mémoire qu'il a alors dissimulé la naissance du petit Jacques. Naturellement, cette circonstance l'a mis ensuite dans une position délicate, dont il s'est tiré avec adresse au moment de la naissance de Paul, certes au prix d'un faux en écriture publique, mais dont il n'était pas directement responsable puisqu'il était empêché ce jour-là. Sa position administrative, ses fonctions médicales et la docilité de Le Quisson font que nul n'est allé regarder de trop près les choses puisqu'il s'agissait de monsieur le consul. Le consul parti, les langues se délieront car tout le monde était évidemment au courant. En conclusion de ce point, on peut revenir un instant aux propos de Jacques et Paul Vergès qui, en réponse aux questions de T. Jean-Pierre, persistent à nier l'évidence selon le bon vieux principe « n'avouez jamais ». À lire les pages qui sont consacrées à cette question, on est tenté d'ajouter « et dites n'importe quoi ». Ainsi Paul Vergès répond-il, c'est le vieux lui-même, son père qui a rédigé notre acte de naissance, 2000/22. T. Jean-Pierre poursuivant, cet acte de naissance était un faux? Jacques intervient, j'imagine mal le pater faire un faux, ibidem. La ficelle est grosse. R. Vergès effectivement, n'a pas fait un faux, puisqu'il a eu la prudence de déléguer son secrétaire pour le commettre en ces lieux et places. Comme ce secrétaire a eu le bon goût de mourir rapidement dans la suite, l'action éventuelle de la justice s'est éteinte. Certes, cette affaire était assurément au plan administratif, la plus grave du contentieux, mais elle ne pouvait avoir de suite. R. Vergès, qui n'a pas établi l'acte lui-même et qui sait que son secrétaire était mort peu après, a donc beau jeu de demander lui-même la saisine de la juridiction compétente, l'Auvergnat 1994/170. Un détail amusant mais significatif pour conclure.
Et Jean-Pierre tenait, semble-t-il, beaucoup à faire ce livre Vergès et Vergès. Il y tenait en tout cas assez pour avoir à peu près tout accepté de ceux qui l'interviewaient et qui lui ont tenu la bride très courte. On a vu que sur cette question il récuse sans qu'il insiste les évidences les plus criantes. Toutefois, le livre contient quelques illustrations, distractions des intéressés ou peut-être aussi perfidie discrète de l'auteur. La première est une photo dont le titre est « Jacques Vergès avec Kang sa mère ». On y voit un enfant nu, apparemment âgé d'une dizaine de mois, assis sur une console, la main droite de sa mère, assise à sa gauche, étant posée sur ses jambes, comme pour maintenir un équilibre encore incertain. Aucune indication de date ni de lieu. Les Violets qui connaît cette photo, mais pas le livre de T. Jean-Pierre paru en même temps que le sien en 2000, a compris l'importance de ce document. C'est même par un commentaire de cette image qu'il conclut son livre sur Jacques Vergès. Le grand secret de M. Vergès est tout entier dans cette photographie. Son exigence est de se faire accepter en tant qu'être unique et légitime. 1000 sur 254. On comprend cette lecture dans la mesure où B. Violet fait de cette affaire de faux jumeaux, dans une approche un peu psychanalytique, la clé des comportements de Jacques Vergès. Pourquoi pas? En revanche, il ne me paraît pas possible d'admettre, comme le fait B. Violet, que l'enfant de la photo est âgé d'1 ou 2 ans. Quel âge Jacques Vergès a-t-il donc sur cette vieille photo? Comme la famille Vergès arrive à Auboine en février 1925, on peut penser qu'elle a été prise à Savannakhet fin 1924 ou début 1925 ou à Auboine en 1925. La position de Kang et la mauvaise qualité de l'image ne permettent pas de savoir si elle est enceinte ou si elle a déjà accouché. Le problème n'est d'ailleurs pas là. Si Jacques et Paul étaient réellement des jumeaux, nés à Auboine en mars 1925, imagine-t-on qu'une mère, dont ce sont les 2 premiers enfants, se fasse photographier avec un seul d'entre eux, et comme par hasard, Jacques qu'on reconnaît aisément? Comme dans ces dessins que dans mon enfance on trouvait autour des papillotes et où il fallait chercher dans le feuillage ou les nuages, le lapin qui avait échappé aux chasseurs. T. Jean-Pierre, par malice, a-t-il volontairement caché la solution de l'énigme, 120 pages plus loin dans la galerie des portraits de famille? Au lecteur vigilant de la découvrir. Avant de clore ce chapitre, qui comporte une fin heureuse avec le 2e mariage de Raymond Vergès, mais il est si rapide et si discret que le lecteur l'a sans doute à peine remarqué, on doit lui accorder un instant d'attention en raison de la façon dont Jacques Vergès le présente dans un ouvrage récent. Dans ses entretiens avec P.K. Félicie, dans le chapitre intitulé « Le militant anticolonialiste », J. Vergès rappelle quelques souvenirs qui ont déterminé dans la suite son anticolonialisme sur lequel nous reviendrons dans la suite. Il observe : « Je suis né en Thaïlande. Mon père était consul de France au Siam, la Thaïlande aujourd'hui, mais lorsqu'il a épousé ma mère qui était vietnamienne, sa hiérarchie lui a demandé de dégager. Il a donc dégagé, pour revenir à La Réunion s'installer avec sa famille. » 2005 sur 20. La biographie sommaire de R. Vergès que j'ai esquissée suffit à montrer que cette présentation des faits est passablement inexacte, même si le mariage d'un fonctionnaire français avec une annamite ne devait pas être du goût de tous. En fait, en quittant le Siam en 1928 pour son congé administratif légal, R. Vergès pense reprendre son service. C'est le désir du consul intérimaire Girouni d'être nommé sur ce poste qui va changer le cours de choses. R. Vergès, dans la suite, est d'ailleurs affecté à Vientiane, où sa nomination est suspendue alors qu'il est déjà sur place, en raison des rapports accusateurs de Rouni. Le gouvernement général ayant finalement classé l'affaire sans suite comme on l'a vu, R. Vergès est nommé médecin-chef de la province de Quang Tri en Annam, au début de 1930. Il n'occupera ce poste que quelques mois en raison de problèmes de santé qui nécessitent son rapatriement d'urgence. Il quitte l'Indochine avec la médaille Kim Kam d'Annam de première classe, accordée par le roi sur conseil du gouvernement général de l'Indochine. Ce n'est pas si mal pour quelqu'un qui, comme le prétend J. Vergès, est dégagé. En réalité, son fils n'a peut-être pas totalement inventé la version qu'il présente et qui fait de son père une victime du racisme colonial. R. Vergès ne souhaitait sans doute pas donner trop de détails sur l'affaire d'Auboine, dont l'histoire des faux jumeaux était un élément central. La version des faits que donne Jacques Vergès et qu'il a sans doute entendu pour partie chez lui, dispensait de s'expliquer davantage et donnait une couleur flatteuse à la fin du séjour siamois.
Elle ne pouvait que plaire à J. Vergès qui en rajoute un peu pour faire de son père un héros de l'anticolonialisme, ce qui ne paraît pas avoir été tout à fait le cas. Chapitre 3. Francisque et Croix de Lorraine? Mon propos dans ce livre n'est pas de faire l'histoire de la vie de Raymond Vergès, c'est l'Auvergnat l'a fait d'une façon somme toute satisfaisante, même si l'on peut dire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.